RCF. Vous écoutez l'agriculture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de l'agronomie. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission L'agriculture en question et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marie Lette. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hubert, bonjour aux auditeurs. Dans nos dernières émissions sur l'agriculture en question, on a évoqué la capacité de l'agriculture à nourrir un jour 10 milliards d'individus. Et on a posé quelques principes autour de ça. Vous pouvez retrouver cette émission dans les podcasts de RCF en allant sur le site internet d'RCF. C'est très facile à retrouver. Et dans une autre émission, on a parlé des engrais chimiques et essayer de répondre à cette question, à cette a priori qui circule, comme quoi on consommerait de plus en plus d'engrais chimiques en France. Ça n'est pas vrai. La réalité, c'est qu'en 40 ans, on a divisé par 2 la consommation d'acide phosphorique et de potasse et on a réduit de 30% les consommations d'azote. Or, l'engrais le plus suspect, celui qui est montré du doigt, c'est l'azote. Alors Jean-Marie, on va reparler aujourd'hui dans cette émission sur la consommation d'azote. Je viens de redonner les chiffres. Est-ce que on peut détailler un peu plus de quoi il s'agit, puisque quand on parle d'azote, on pense nitrate. Et quand on pense nitrate, on pense poison pour la santé. On va essayer de démystifier tout ça. Alors, de quoi parle-t-on ? Y a-t-il de différentes formes d'azote ? Alors, premier point, l'azote, c'est un des éléments les principaux répandus sur Terre, puisque l'azote, il constitue en fait 80% de l'air que nous respirons. 80% de l'air qu'on respire est de l'azote sous forme gazeuse. Exactement. Mais malheureusement, les plantes sont pour la plupart incapables d'utiliser cet azote gazeux sans le transformer. Et c'est ce qu'on appelle en fait le cycle naturel de l'azote, c'est-à-dire que l'azote gazeux qui se trouve également dans les sols, eh bien, il va être converti sous d'autres formes pour qu'il soit utilisable par les plantes. Alors, les formes, ça veut dire que l'azote sous forme de gaz peut être sous forme minérale ? Voilà, l'azote sous forme de gaz, en fait, il passe grâce aux bactéries dans le sol sous forme ammoniaque, sous forme ammoniacale. C'est une première transformation, c'est ce qu'on appelle la fixation de l'azote dans le sol. Et puis il y a une deuxième transformation, toujours par l'effet des bactéries, qu'on appelle la nitrification, qui va en fait transformer l'ammoniac en nitrate. Et c'est les nitrates, ils sont solubles dans l'eau, c'est ceux-là qui peuvent être absorbés par la plante. Donc on a une chaîne chimique, de chimie organique, qui est là, azote gazeuse, ammoniacale et nitrate. Et voilà. Et le nitrate, c'est la forme utilisée par la plante. Et ce cycle, en fait, on comprend mieux pourquoi certains engrais qu'on va apporter sont plus ou moins rapides d'utilisation selon leur forme. Parce que, par exemple, du nitrate de chaux, ça a une action extrêmement rapide parce que c'est sous forme de nitrate. Donc, quand on a envie de donner un coup de fouet à la croissance d'une plante, on lui donne du nitrate de chaux, par exemple, parce que ça va avoir une utilisation très rapide. Et donc, c'est le coup de fouet, ça. Voilà. Et la plupart des engrais qu'on utilise ici dans notre région, c'est essentiellement de l'azote liquide et de l'ammonitrate. Et ces deux formes-là, en fait, sont constituées à la fois d'ammoniac et de nitrate. Si bien que, il y a à la fois une action rapide par le nitrate, et puis une action plus lente, parce qu'il faut que l'ammoniac se transforme en nitrate avant d'être utilisé. Donc on a une action, on va dire, de longue durée, à la fois du court terme et du moyen terme. Et donc, on comprend bien, quels sont les effets sur les plantes ? On s'aperçoit quand même que l'effet, il peut être boosté momentanément et il peut aussi s'inscrire dans la durée, c'est-à-dire que la plante profite au fil du temps
de les apports qu'on lui a fait. Alors quel est le mécanisme pour la croissance ? Tout simplement, l'azote, c'est le nutriment indispensable, c'est la base de toutes les protéines, c'est-à-dire que pour croître, la plante elle a besoin d'absorber de l'azote. C'est elle aussi qui permet à la photosynthèse de se faire. Donc sans azote, il n'y a pas de pousse possible, il n'y a pas de croissance possible. Alors quand on essaie de reconstituer dans l'histoire de l'agriculture l'histoire de l'azote, comment ça s'est passé au fil du temps ? En fait, les agriculteurs, dans le temps, de façon empirique, ils ont vu l'effet de l'azote tout simplement en apportant des amendements organiques, du lisier, du fumier. Pour l'ammoniac ? Voilà, en fait, ils ont vu que les apports d'engrais organiques avaient un effet très rapide sur la plante, puisque la plante reverdissait dès lors qu'on lui apportait effectivement du fumier. Donc, sans connaître exactement le cycle de l'azote, eh bien, de façon empirique, ils ont vu que ça pouvait marcher. Oui, comme nous, le jardinier du dimanche, on se rend compte que quand on met régulièrement du fumier dans son jardin, on a un jardin qui est de plus en plus beau, quoi. Voilà. De la même manière. Et quand est-ce qu'est inventé l'azote chimique ? Voilà, alors ça c'est assez récent, puisque ça date du début du XXe siècle. C'est un chimiste allemand, en fait, qui a réussi à combiner l'azote atmosphérique avec l'hydrogène présent dans le gaz naturel pour faire de l'ammoniac. Et l'ammoniac, c'est la molécule qui est à la base de tous les engrais en fait synthétiques. Donc la première étape, c'est de fabriquer de l'ammoniac. C'est exactement ça. Et ça nécessite ce procédé qui a été inventé par le chimiste allemand. Il nécessite à la fois des températures très élevées et à la fois une pression très élevée, ce qui veut dire que pour faire en fait de l'engrais azoté, eh bien il faut beaucoup d'énergie. Et l'énergie qui est utilisée, c'est laquelle ? C'est le gaz. Donc gaz naturel. C'est du gaz naturel. Et aujourd'hui, les unités de production d'azote sont où ? Alors elles sont effectivement là où l'azote est là où le gaz est disponible à prix relativement faible. C'est-à-dire que les grands pays producteurs, ce sont la Russie, qui a premier producteur mondial. Voilà. Les États-Unis, qui ont aussi du gaz de façon importante, le Qatar, qui a aussi du gaz, et la Chine, qui fait partie des gros producteurs parce qu'elle a beaucoup de besoins pour son agriculture. Donc là où il y a des gisements de gaz dans le sous-sol, on peut faire des usines d'azote. L'azote est fabriqué là sur place et ensuite transporté dans des paquebots, cargos, qui vont le distribuer dans tous les ports proches d'une agriculture consommatrice d'azote. Voilà. La France aujourd'hui, elle couvre 1/3 de ses besoins par sa production. Et elle en apporte 2/3. 2/3 de l'azote consommé en France, qui est consommé de moins en moins, mais qui est nécessairement importé pour 2/3 des quantités nécessaires. Et d'ailleurs, il y a un point intéressant si on peut dire, c'est que la Russie, qui est sous embargo pour l'ensemble de ses produits, eh bien l'an passé, elle nous a encore fourni 25% des engrais consommés en Europe. Alors depuis 3 ans, il y a la guerre en Ukraine, il y avait un embargo sur les exportations russes et néanmoins ça a continué à arriver chez nous. Exactement, parce qu'on n'a pas le choix, on en a besoin. Et donc c'est pas la Russie qui vend directement, mais des pays intermédiaires complices ou en tout cas qui collaborent avec la Russie. Même chose avec le pétrole, même chose avec le gaz. Et en fait, l'économie russe n'a pas été trop gênée par ces embargos. Non. Donc l'azote est importé pour 2/3 des quantités nécessaires en France. Ces quantités sont moins importantes. Ma question c'est, est-ce que les agriculteurs, depuis une quarantaine d'années qu'on parle des inconvénients des nitrates, ont été réceptifs à cette question-là ? Oui, puisqu'ils ont effectivement réduit leur consommation d'azote. Ils ont réussi en fait à diminuer cette consommation en utilisant, en modifiant un peu leurs pratiques. Ils ont effectivement mis, on l'a évoqué déjà, des légumineuses dans leurs assolements, dans leur rotation, ce qui bien que ça permet effectivement de réduire globalement la consommation d'azote, parce que
on le répète à nouveau, les légumineuses, c'est le type de plantes, que sont les pois, les févroles, le soja, sont des types de plantes qui sont, elles, capables d'utiliser l'azote gazeux. Alors ma question, c'est qu'après 40 ans d'efforts, avec des agriculteurs réceptifs qui ont fait ce qu'on leur demandait de faire dans le domaine pour réduire les quantités, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on a supprimé pour l'essentiel les dangers des engrais chimiques sur la production végétale? Bon, on les a réduits, mais ils existent toujours, puisque dès l'instant où on utilise des engrais chimiques, il y a un risque. Le risque, il est à la fois sur la volatilisation, puisque quand on apporte, il y a une partie qui est volatilisée, une partie de l'azote qui est volatilisée. Donc ce risque-là, dès qu'il y a apport, il existe. La dégradation des sols, on l'a réduite, on l'a diminuée aussi parce qu'on a réduit les apports, mais elle existe aussi. Donc on ne peut pas éliminer tous les risques. Par contre, on les a largement réduits en optimisant les doses apportées. Donc on continue quand même avec les inconvénients des engrais chimiques, tout en sachant qu'on ne peut pas s'en passer, très clairement, et en particulier de l'azote. Par contre, toutes les mesures qui ont été prises visent à limiter au maximum, sans trop hypothéquer les rendements quand même, à limiter au maximum son utilisation. Et aujourd'hui, on a quand même le repère qu'on avait évoqué dans une précédente émission, c'est que les producteurs bio qui n'utilisent pas d'engrais chimiques comme l'azote, on s'aperçoit que leurs rendements sont très nettement inférieurs au rendement de l'agriculture conventionnelle et que s'il n'y avait que de la production bio, on n'aurait pas suffisamment de production pour nourrir tout simplement l'humanité. Donc il y a des compromis à trouver en fait. Voilà, oui, effectivement. Il y a aussi une autre technique que prennent de plus en plus les agriculteurs qui permet aussi de réduire les risques en fait de perte d'azote, c'est l'agriculture de précision. Mettre la bonne dose d'azote au bon moment et en quantité uniquement suffisante à la plante, ça fait partie aussi des choix qu'ont fait les agriculteurs. Donc ça veut dire fractionner les apports. Voilà, il y a à la fois un fractionnement des apports et un apport d'azote en fonction du besoin de la plante. Alors ça c'est l'agriculture en général, mais il y a une chose qu'on n'évoque pas assez souvent, c'est ce qui se passe dans les jardins ouvriers, dans les jardins qu'on a tous chez soi autour de sa maison, les potagers, où là en fait on s'aperçoit que l'utilisation elle est souvent déraisonnable. Tout à fait, c'est vrai qu'en général les agriculteurs sont beaucoup plus raisonnables et font beaucoup plus attention à leurs apports que ça ne se fait dans les jardins. Alors, chers auditeurs, vous qui avez un potager, on vous recommande de vous poser la question des excès éventuels de consommation d'engrais chimiques ou de pesticides dans votre jardin où vous rêvez tous d'avoir du bio. Voilà, sur ces bonnes paroles, chers auditeurs, on vous dit à très bientôt sur RCF. Au revoir à tous. Au revoir.